On s'attaque aujourd'hui à un texte, un texte qui n'a laissé personne indifférent. Je parle bien sûr de Sexe et caractère d'Otto Weininger. C'est un livre publié en 1903 qui propose une philosophie sur les sexes, disons-le, radicale. Notre but ici, c'est simple. On va plonger dedans, décortiquer ses arguments principaux, mais attention, sans porter de jugement. Juste pour essayer de comprendre la mécanique de sa pensée. Voilà, ça commence fort. Dès le départ, le ton est donné, n'est-ce pas? Weininger, il n'est pas là pour faire dans la nuance ou le compromis. Non, il balance une vision du monde hyper binaire, très provocatrice. C'est vraiment la porte d'entrée de sa philosophie. Ça nous prépare, en quelque sorte, à ce qui va suivre, et c'est du lourd. Alors, pour bien saisir l'œuvre, il faut se pencher un peu sur l'auteur, Otto Weininger. Sa vie a été un véritable météore, courte, intense. Imaginez, il naît à Vienne dans une famille juive. En 1902, il obtient son doctorat et juste après, il se convertit au protestantisme. En juin 1903, il publie ce qui sera l'œuvre de sa vie, Sexe et caractère. Et puis, en octobre de la même année, à seulement 23 ans, il se suicide. Et pas n'importe où, dans la maison où Beethoven est mort. Ce contexte, cette urgence, cette intensité, on la ressent à chaque page de son livre. Bon, voilà le programme. On va commencer par le côté philosophe et scandale. Ensuite, on se penchera sur sa grande opposition, l'amour contre le désir. Puis, on verra ce qu'il appelle la mission de la femme, sa théorie sur l'hystérie, et pour finir, on essaiera de comprendre pourquoi cette pensée est si dérangeante. Allez, c'est parti pour la première section, un philosophe et son scandale. L'ambition de Weininger, elle était immense. Il voulait, ni plus ni moins, jeter une lumière nouvelle, décisive sur les relations entre les sexes. Il voulait construire un système qui explique absolument tout. On en arrive maintenant au cœur du réacteur de sa pensée. Amour contre désir. Et attention, pour Weininger, ce ne sont pas juste deux facettes d'un même sentiment. Pas du tout. Pour lui, ce sont deux forces qui s'opposent radicalement. Et pour comprendre tout son système, il faut absolument saisir cette opposition fondamentale. Et cette opposition, elle est totale, absolue. Regardez bien. D'un côté, on a l'amour, il l'appelle l'érotisme. Ça, c'est le pôle masculin. C'est spirituel, platonique, et ça va même jusqu'à la négation du coït. Et de l'autre côté, on a le désir, la sexualité. Là, c'est le pôle féminin. C'est physique, bestial, et son unique but, c'est le coït. Pour Weininger, c'est noir ou blanc, et il n'y a aucune passerelle possible entre les deux. Alors, cette distinction va nous amener à une idée assez déroutante sur la beauté. Selon Weininger, la beauté n'est pas quelque chose qui existe chez la femme. Pas du tout. La beauté qu'un homme voit en une femme, ce n'est en fait que la projection de son propre idéal moral. C'est l'homme qui crée la beauté. La femme, elle, n'est qu'un écran, un support pour cette projection. Il décrit même le processus en 3 étapes. C'est assez simple en fait. Premièrement, l'homme porte en lui un idéal, son propre moi parfait. Deuxièmement, il prend cet idéal et le projette sur une femme, qu'il voit comme une sorte de toile vierge. Et troisièmement, cette projection, c'est ce qu'il va appeler la beauté. En gros, pour Weininger, quand un homme aime une femme pour sa beauté, il ne l'aime pas elle, il s'aime lui-même à travers elle. Ok, on passe à la 3e partie, la mission de la femme. La question qui se pose, c'est si la femme, d'après Weininger, n'a pas de beauté ou de moralité propre, alors c'est quoi son essence? Qu'est-ce qu'il a défini? Sa réponse, c'est ce qu'il appelle sa mission universelle. Et cette mission, il lui donne un nom, le macrélage. Attention, ce n'est pas juste un comportement. Pour lui, c'est la raison d'être de la femme. C'est une pulsion, une force fondamentale, inconsciente, qui la pousse à faire en sorte que l'union charnelle se produise. Et pas juste pour elle, partout, tout le temps et entre n'importe qui. Et pour étayer sa thèse, il va chercher des preuves un peu partout dans la société. Il réinterprète tout à travers ce prisme. Par exemple, la mère qui pousse ses enfants à se marier, pour lui, c'est du macarellage. L'intérêt presque fiévreux des femmes pour les romans d'amour, macarellage. Le besoin de présenter des célibataires les uns aux autres, encore du macarellage. En fait, pour lui, tous ces comportements convergent vers une seule et unique chose, servir l'idée du coït. On arrive à la 4e partie, et là, Weininger se retrouve face à un problème, une contradiction assez évidente dans son système. C'est sa théorie sur le mensonge de l'hystérie. Le souci, c'est comment expliquer l'existence de femmes vertueuses? Oui, la question est simple et logique. Si la femme est réduite à la pure sexualité, à cette pulsion du macérelage, alors comment on explique les femmes chastes, morales, vertueuses? D'où vient la pudeur? Ça ne colle pas avec sa théorie. Alors comment s'en sort-il? Sa solution, c'est un concept qu'il nomme la duplicité organique. Son idée, c'est que la femme, qu'il juge totalement passive et influençable, va simplement absorber les codes moraux des hommes.
comme une éponge. Elle se construit alors une sorte de deuxième nature, une fausse personnalité, qui est en fait un simple emprunt. Et ce n'est pas de l'hypocrisie consciente, c'est un mensonge qui va si loin qu'elle y croit elle-même. Un mensonge qui devient, selon ses propres termes, organique. Et c'est là que l'hystérie entre en jeu. Pour lui, c'est ça la clé. L'hystérie serait tout simplement la crise, l'explosion de ce conflit interne. C'est le moment où la vraie nature de la femme, sa nature sexuelle, réprimée, finit par entrer en collision frontale avec cette morale d'emprunt. C'est en quelque sorte le point de rupture du mensonge organique. Et voilà, on arrive à notre dernière partie, une pensée dérangeante. Maintenant qu'on a un peu démonté la mécanique de sa pensée, il est temps de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à l'impact d'une telle vision du monde. Cette phrase, elle résume finalement toute sa conclusion. À cause de cette fameuse duplicité organique, la femme, pour Weininger, ne peut jamais être authentique. Même quand elle pense être la plus sincère du monde, quand elle suit les règles de la morale, elle ne fait en réalité qu'exprimer une nature qui n'est pas la sienne. L'authenticité, la vérité, tout ça lui serait inaccessible par essence. Et on va se quitter sur cette interrogation, parce que, fait étonnant, c'est que ces caractères a eu un succès fou après la mort de Weininger. Alors oui, décortiquer ces thèses, c'est une chose, mais la vraie question qui demeure, c'est comment une philosophie aussi extrême a-t-elle pu avoir un tel écho ? Qu'est-ce que ça nous dit sur la Vienne du début du XXe siècle ? C'est une réflexion qui va bien au-delà du livre lui-même et qui nous interroge sur toute une époque.